Tous ces goûts. Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Et cette semaine, focus sur Thierry Breton. Si Emmanuel Macron propose Thierry Breton à la Commission européenne, c'est peut-être parce que l'homme en question est multifacette. Élu en Poitou, PDG de France Télécom, ministre de l'économie sous Jacques Chirac et de nouveau PDG d'Atos, un géant du numérique. Un CV fourni pour un poste au périmètre très large. Le futur commissaire français s'occupera entre autres d'industrie, de marché intérieur et de défense. Et déjà, les critiques se font entendre. Les députés européens d'opposition, ils voient un risque de conflit d'intérêts. Il lui reste à passer le cap des prochaines auditions au Parlement européen. Ce sera à la mi-novembre. On en débat avec nos invités en deuxième partie d'émission. Le sujet d'actualité cette semaine, c'est la campagne électorale qui bat son plein au Royaume-Uni. Les partis politiques britanniques ont lancé leur campagne électorale en vue des législatives anticipées du 12 décembre. Chacun peaufine sa position pour le Brexit. On regarde et on réagit juste après. Et revoilà la Grande-Bretagne en campagne électorale. Ce qui mobilise les Britanniques ces jours-ci, ce sont les prochaines élections législatives anticipées, fixées au 12 décembre. La campagne a débuté la semaine dernière. Les grands partis se sont mis en ordre de bataille pour tenter de convaincre des électeurs un peu déboussolés. Et le Brexit ne sera pas forcément l'unique thème de cette élection. Le gouvernement conservateur réduit les impôts des plus riches et les services essentiels. Mais le vrai changement est à venir. Cette élection est une chance unique de transformer notre pays. Boris Johnson, qui avait promis que le Brexit aurait lieu le 31 octobre, a tenté de se dédouaner lors d'une visite à un hôpital. Je suis incroyablement frustré que nous ne soyons pas en mesure de mettre en place le Brexit aujourd'hui. Mais ne doutez pas de ce qui s'est passé. Nous avions un accord fantastique sur la table. La Chambre des communes l'a adopté, mais elle a ensuite voté à nouveau en faveur d'un délai supplémentaire. Les libéraux-démocrates ont, eux, choisi de faire campagne en promettant d'arrêter le Brexit. Les premiers sondages donnent le parti conservateur largement en tête des intentions de vote. Nous a rejoint sur ce plateau Gabriel Grésion, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste correspondant à Bruxelles pour le journal Les Échos. Ces législatives anticipées, c'est un pari risqué pour Boris Johnson ? Écoutez, si on regarde les sondages, on se dit qu'il a de l'avance, que ça devrait pouvoir fonctionner. Simplement, on a acquis un peu d'expérience au cours des dernières années avec le Royaume-Uni. Et on se souvient très bien du scénario des dernières législatives qui avait été décidé par Theresa May, où sur le papier, elle avait de l'avance. Et puis cette avance, elle s'est réduite dans la dernière ligne droite. Il y a une volatilité d'électorat britannique qui est évidente. Il y a des conditions, on dit beaucoup que le fait que ça ait lieu en hiver peut perturber le scrutin. Oui, je pense que sur le papier, il a de l'avance, mais dans la réalité, c'est un pari risqué parce que tout ce qui a trait au Brexit est risqué au Royaume-Uni. Donc, notamment sur le Brexit, il y a un accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais Bruxelles a donné un nouveau délai, le 31 janvier 2020, pour faire valider cet accord. Quel agenda maintenant pour le Brexit ? Quel est l'état d'esprit à Bruxelles ? Alors pour ce qui concerne l'agenda, j'ai envie de vous dire que le Brexit, ce qui le caractérise désormais, c'est qu'il n'y a plus d'agenda, en fait. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de fixer des échéances et que ces échéances soient pulvérisées. Donc, qu'est-ce qui va se passer là ? On a tous la date, effectivement, du 31 janvier en tête. Le scénario idéal, c'est qu'il y ait, au terme de l'élection législative, une majorité claire qui permette de valider l'accord, de le ratifier des deux côtés et d'avoir une sortie ordonnée du Royaume-Uni au 31 janvier. Mais en vérité, personne ne sait si c'est ça qui va se passer et on a forcément un petit pressentiment que l'histoire pourrait se répéter. Quant à l'état d'esprit, il a quand même un peu évolué. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a un an, on était encore en mode un peu panique. Et ici à Bruxelles, maintenant, c'est plutôt une forme de lassitude, voire de résignation. Et il y a chez certains une envie d'abord et avant tout d'en finir. Alors que, je vous dis, il y a un an, on se disait c'est horrible, le Royaume-Uni va sortir, peut-être sans accord, etc. Maintenant, l'histoire prouve que sans accord,
en fait, on n'y va pas vraiment au Brexit sans accord. Enfin, on fait tout pour l'éviter. Donc, voilà, il y a plutôt une forme de fatigue et une envie d'en finir. Une envie d'en finir, justement, chez les 27, jusqu'où est-on prêt à faire état de bienveillance vis-à-vis de Londres? Alors, c'est sur ce point que je dirais qu'on a beaucoup dit pendant toute la négociation du Brexit que l'unité des 27 était impressionnante, et c'est vrai. Sur cette question de la bienveillance à l'égard du Royaume-Uni, il y a peut-être une ligne de faille qui est apparue. Laquelle? Il y a des pays, j'ai envie de dire, dont le chef de file est l'Allemagne, qui considèrent que le départ du Royaume-Uni est une tragédie, pour toutes sortes de raisons, pour des raisons commerciales évidemment, peut-être aussi pour des raisons d'équilibre des pouvoirs au sein de l'UE, parce qu'il y a des pays qui pensent que s'il n'y a plus l'Angleterre pour faire contrepoids à la France, eh bien la France va peut-être être tentée de tirer un peu l'attelage à elle toute seule. Donc il y a toutes sortes de raisons qui font que certains pays sont prêts un peu à tout pour garder le Royaume-Uni dans l'Union européenne, lui offrir des délais, lui donner X opportunités de changer d'avis. Et puis il y en a d'autres, emmenés par la France, qui ne se réjouissent pas du tout du Royaume-Uni, du Brexit, mais qui pensent qu'il est urgent de sortir de cette impasse et qui donc voient le prix de l'incertitude en fait. Mais maintenant, là où il ne faut pas être trop binaire, c'est-à-dire que même en Allemagne, les états d'esprit évoluent et on se rend compte que dans les milieux d'affaires, il y a beaucoup de gens qui disent le coût de l'incertitude devient trop énorme, finissons-en. Donc voilà. Donc, politique fiction, si les anti-Brexit, cette fois, gagnent les élections législatives, on fait quoi? C'est retour à la case départ, un nouveau référendum, c'est possible? Moi, je ne peux absolument pas me prononcer sur quelle tournure va prendre la vie politique au Royaume-Uni. Est-ce qu'ils vont décider d'un nouveau référendum? Peut-être, je n'en sais rien. Il y a beaucoup de si dans cette question. Ce qui est certain, c'est que s'il émerge un jour un consensus, ou en tout cas une majorité au Royaume-Uni pour en finir avec le Brexit, au sens pour renoncer au Brexit, ils ont un claquement de doigts à faire et c'est fini. C'est-à-dire qu'au plan juridique, le fameux article 50 qu'ils ont enclenché pour sortir de l'Union européenne, le jour où ils décident qu'ils retirent l'article 50, ils sont membres de plein droit, comme si rien n'avait eu lieu. Donc le scénario d'un revirement de l'histoire et d'une annulation du Brexit, il n'est pas du tout à exclure. Encore faut-il qu'émerge une majorité sur ce sujet. Donc on l'aura compris, tout est possible. Tout est possible, rien n'est certain. Merci Gabriel Grésillon pour cet éclairage. Voilà, donc élection législative en Grande-Bretagne le jeudi 12 décembre. On aura les résultats le vendredi 13 décembre, avis aux superstitieux. Voilà, notre grand débat du jour concerne un ancien ministre, Thierry Breton. Il est annoncé comme nouveau candidat français à la Commission européenne. Il y a quelques semaines, les eurodéputés avaient rejeté la candidature de Sylvie Goulard. Mais même pour l'ancien ministre de l'économie de Jacques Chirac, certains parlent déjà de conflit d'intérêts. Mais qui est Thierry Breton? Vous allez le voir, il est multifacette, de l'homme de réseau à l'écrivain, en passant par le geek. On regarde son portrait et on débat juste après. Thierry Breton proposé par Emmanuel Macron à la Commission européenne, peut-être parce que l'homme en question est multicarte. Un parcours de redresseur d'entreprise d'abord. Partout où il passe, Thierry Breton impose des plans d'économie, tout en lançant des acquisitions stratégiques. Il a passé un peu plus de 2 ans à France Télécom et le bilan de sa politique, c'est près de 20 000 suppressions d'emplois en 2 ans. Mais la méthode fait ses preuves. Avec lui, France Télécom, Thomson ou Bull se redressent. Multicarte, Thierry Breton est aussi un passionné de nouvelles technologies. Dans les années 80, le jeune ingénieur crée son entreprise informatique. À l'époque, il a tout du geek. La pensée est maintenant la pensée d'un informaticien, c'est-à-dire plus circulaire, si je puis dire. Multicarte avec la politique, qui s'invite dans son parcours en 1986. Il entre au cabinet de René Monory, qui lui confie la création du Futuroscope de Poitiers. Et le Futuroscope, bon, j'ai l'impression que c'est un peu la rencontre du rêve, il y en a beaucoup, et de la technologie également. Nous avons effectivement essayé de construire quelque chose pour ces enfants qui passeront leur bac après l'an 2000. Homme d'amitié et surtout homme de réseau, Thierry Breton se lie à Jacques Chirac. En 2005, le grand patron est nommé ministre de l'économie. Un mélange des genres qui dérange déjà à l'époque. C'est à ce mélange-là qu'il faut mettre fin. Il y a d'un côté la gestion des fonds publics, dans le cadre de laquelle les Français veulent de la simplicité, de la transparence et de la moralité, et d'autre part la gestion d'une entreprise. À Bercy, l'ancien patron a une obsession, la dette publique. La France d'aujourd'hui
vit au-dessus de ses moyens. Mais la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007 l'éloigne de la politique. Thierry Breton, multicarte, là encore, prend la tête d'Atos, un géant du numérique. Le futur commissaire français, quel qu'il soit, s'occupera entre autres d'industrie, de marché intérieur ou de défense. Il sera notamment en charge de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle ou encore des supercalculateurs. Autant de thématiques directement liées à l'activité d'Atos, le bébé de Thierry Breton. Les députés européens d'opposition y voient un risque de conflit d'intérêts. Sur l'examen des conflits d'intérêts, nous on va faire le travail de manière aussi scrupuleuse que ce qu'on a fait pour les autres commissaires. On va lui poser des questions notamment sur l'entreprise Atos qu'il dirigeait, qui a reçu des subventions européennes. On ne peut pas réguler l'industrie et en même temps avoir des intérêts dans cette industrie, sinon il y a un conflit d'intérêts. Après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard, Emmanuel Macron prend-il le risque d'un nouveau camouflet? Pour lui, c'est non. Il faut aussi savoir ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Est-ce que quand il était chez Atos, il pensait qu'il allait devenir commissaire européen? Non. Il n'y a rien qui pouvait l'établir, même jusqu'à il y a 15 jours. Est-ce que, quand il était à Atos, il a pu bénéficier de quelque chose? Non. La question qui va être posée, et ce sur quoi il apportera toutes les réponses, c'est est-ce qu'il a coupé tous les liens avec l'entreprise, sur le plan personnel, et sur quel dossier il devra se déporter? Une entreprise comme Atos, sur le portefeuille qui est sans doute l'un des plus grands de la Commission, qui couvre le marché intérieur, le numérique et la défense, ce ne sera pas un problème de fonctionnement, rassurez-vous. Thierry Breton a été un soutien d'Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle. Il lui reste à passer le cap des prochaines auditions, mi-novembre, au Parlement européen. Voilà pour le portrait. Précisons que le candidat français à la Commission européenne, Thierry Breton, actuel PDG du groupe de services informatiques Atos, ne possédera plus aucune action si sa nomination est confirmée par le Parlement européen. Cela signifie que les titres qu'il possède seront cédés, précise-t-on, du côté de son entourage, et ce, afin d'éviter tout conflit, tout risque de conflit d'intérêts. Nous ont rejoint sur ce plateau Stéphane Séjourné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé élu en mai dernier sur la liste de la majorité présidentielle. Vous faites partie du groupe Renew Europe, Renouveler l'Europe, le groupe du Parlement européen où siègent les députés français de Renaissance, la liste soutenue par La République En Marche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Lambert, bonjour. Vous êtes eurodéputé de Belgique, du groupe des Verts, ici au Parlement européen. Vous n'êtes pas un novice ici au Parlement européen, élu pour la première fois en 2009. C'est donc votre 3e mandat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, Emmanuel Foulon, bonjour. Bonjour. Cela fait 10 ans que vous êtes expert en stratégie politique et affaires européennes. Vous avez travaillé pour plusieurs eurodéputés et délégations socialistes. Question, est-ce que Thierry Breton est un bon candidat? Stéphane Séjourné. Oui, je pense que c'est un bon candidat. Oui, confiant, et à la fois, je pense qu'il coche toutes les cases du portefeuille sur lequel il doit du coup, mener à bien son exercice à la Commission. On avait des interrogations sur l'ampleur, en tout cas, du portefeuille. Je pense que Thierry Breton, à la fois avec ses compétences sur le numérique, sur le marché intérieur et sur le volet défense. Votre reportage ne le montre pas, mais il a aussi été à l'initiative du Fonds européen de défense. En tout cas, il y a travaillé. Donc sur tous ces sujets-là, évidemment, on est plutôt confiant. Et puis, ça sera, à mon avis, un bon élément pour la Commission. Il est au service de l'intérêt général européen. Et ce portefeuille n'appartient pas à la France, mais aussi à la Commission. Et c'est ça qu'il faut aussi retenir de cette nomination. Philippe Lambert, vous voterez pour ou contre? Alors, je ne suis pas en commission des affaires juridiques. La nomination Est-ce que Thierry Breton a les compétences pour le poste? Je pense que la réponse est oui. Ça, je pense que ça ne se discute pas. Est-ce qu'il a... Donc vous votez pour? Si, sous réserve de ce que la commission des affaires juridiques et de ce que son audition donnera, je l'ai rencontré lundi dernier et il m'a fait plutôt bonne impression. C'est un Européen convaincu, là-dessus, pas de discussion non plus. Et donc la question centrale est celle des conflits d'intérêts. Et là-dessus... Vous l'avez rencontré, vous l'avez titillé, vous l'avez C'est pas titillé. Ça a été la première question, on y a passé 25 minutes et il a répondu de manière extrêmement circonstanciée à la question des conflits d'intérêts. Donc à la fois les conflits d'intérêts financiers liés à son patrimoine propre. Et là, j'ai cru comprendre que des décisions drastiques avaient déjà été prises par lui sans même savoir s'il serait confirmé par le Parlement européen ou non. Il y a la question, évidemment, des relations avec son ancienne boîte, puisque jusque vendredi dernier, il dirigeait Atos,
et Atos est un fournisseur de l'Union européenne. Donc il faut bien préciser, il y a la question de Atos comme fournisseur et puis il y a la question de Atos comme bénéficiaire de subsides européens, en particulier dans le domaine de la recherche. Et là, il appartiendra à Thierry Breton de se tenir à distance de toute décision qui pourrait impliquer son ancien groupe. Quand bien même il ne détiendrait plus d'action, c'est clair qu'on ne peut pas avoir dirigé un groupe jusqu'à il y a une semaine et puis être insensible à ce groupe dans les mois et les années qui viennent. Et donc, il faudra qu'on ne puisse pas suspecter Thierry Breton dans l'exercice de son mandat, moyennant des engagements très clairs là-dessus. Alors, je pense que Thierry Breton pourrait être confirmé. Il y a un point que je voudrais souligner, c'est l'attitude. Autant Emmanuel Macron et Sylvie Goulard incarnaient une forme d'arrogance française, autant Thierry Breton est plutôt sympa. Enfin, je dis, c'est quelqu'un qui ne la ramène pas lourdement, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui risque de toucher sympathiquement les députés. Emmanuel Foulon, quand on est compétent dans un domaine, il ne faudrait surtout pas qu'on s'en occupe au niveau européen. Est-ce que ce n'est pas ça le procès qu'on fait à Thierry Breton? Est-ce qu'il ferait un bon commissaire européen? C'est une bonne question. En fait, si j'étais son coach pour passer les auditions, je lui donnerais 3 conseils. Un, comme l'a dit Philippe Lamberts, effectivement, être beaucoup moins arrogant que l'a été Sylvie Goulard parce que ça lui a coûté cher. 2, je lui proposerai évidemment de vendre toutes les actions, quelles qu'elles soient, pour paraître les mains propres et pour éviter les conflits d'intérêts. Et puis 3, je jouerai de mon expérience. Effectivement, il a été chef d'entreprise, il s'y connaît en industrie, il s'y connaît en finance, il s'y connaît en supercalculateur, en numérique, en innovation. Donc il a le bon job description, il a la bonne expérience, ça va de soi. Et puis ça évitera aussi d'avoir 6 mois où quelquefois les anciens commissaires mettent du temps à rentrer dans les matières. Là, on va gagner 6 mois de temps et du coup d'efficacité. Maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, la question éthique arrive, de savoir est-ce qu'il sera capable de couper ses liens financiers, bien sûr, mais aussi d'amitié avec les entreprises pour lesquelles il a travaillé, avec les autres capitaines d'entreprise, avec les lobbies. Est-ce qu'il sera capable, sans conséquence, de travailler pour 30 fois son salaire de 2017 ? Parce qu'en 2017, il a touché jusqu'à 6 millions d'euros quand même. Et enfin, est-ce qu'il sera atteint du symptôme que j'appellerais le syndrome du videur de discothèque ? Ça veut dire que quand vous êtes videur de discothèque, les mois passant, les années passant, vous faites rentrer plus facilement certaines personnes parce que vous les connaissez, quelquefois même sans les fouiller à l'entrée. Ça, évidemment, d'un commissaire européen, on ne peut pas accepter qu'un commissaire européen se fasse ordonner les nouvelles législations par les lobbies. Ça, c'est important. Et donc, la question sera de savoir s'il peut, d'un point de vue éthique, occuper les fonctions. Si la réponse est oui, il fera un très bon commissaire. Stéphane Séjourné, Thierry Breton, PDG d'Atos, l'un des leaders mondiaux du numérique, il reçoit des subventions, on l'a dit, européennes, notamment pour fabriquer ces super calculateurs, ces ordinateurs hyper puissants, où il est numéro 1 dans le marché. Il va falloir qu'il se déporte, Thierry Breton, quand il va, une fois à la Commission, quand il travaillera sur le numérique. Ouais, je crois qu'il l'a lui-même dit, un déport sur un certain nombre de sujets qui sont liés aux entreprises qu'il a dirigées, et puis également des sujets qui ont été déjà annoncés, en tout cas par Thierry Breton lui-même, vente automatique de ses actions, et donc il sera totalement libre. Voilà. Moi, je voulais retenir 2 points, notamment sur les conflits d'intérêts. D'abord, sur le process actuel aujourd'hui au Parlement européen, qui n'est pas un process satisfaisant, et je pense que d'ailleurs on peut tous être d'accord là-dessus. On demande aux parlementaires européens, en réalité, de gérer la partie administrative, en quelque sorte, de l'évaluation du conflit d'intérêts. On ne demande pas aux parlementaires européens de légiférer sur le degré de transparence, comme dans tous les parlements nationaux ça se fait, et confier ça éventuellement à une autorité administrative indépendante qui elle-même regarde les sanctions éventuelles et évalue si la grille de lecture qu'ont fixée les parlementaires est bien confirmée. Donc, on est plus strict au niveau des commissaires européens qu'au niveau des députés européens. Et puis, je pense, c'est sûr, et puis 2, je pense qu'il faut faire rentrer des hauts fonctionnaires également de la Commission dans cette grille, puisque les conflits d'intérêts ne concernent pas uniquement ni les parlementaires, ni les commissaires, mais également les hauts assistants fonctionnaires. parlementaires. Et donc ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Deuxième point, la question des conflits d'intérêts s'analyse surtout dans le sens public, privé. Et d'ailleurs, on n'est pas assez attentif à ces sujets-là. Quand on est dans une fonction publique, aujourd'hui, vous pouvez penser à votre job d'après, éventuellement même le créer, éventuellement donner des satisfactions à une entreprise qui pourrait vous embaucher, et puis vous pouvez partir avec des informations que vous ne devez pas avoir dans le privé. En termes de concurrence, par rapport aux autres boîtes. Bon, tous ces sujets-là ne sont pas réellement posés, et c'est au moment où il y a une transition aujourd'hui entre une équipe sortante et une équipe entrante,
on se fixe évidemment politiquement sur l'équipe entrante et on regarde beaucoup moins l'équipe sortante. On devrait d'ailleurs s'intéresser beaucoup plus aux commissaires et aux administrateurs et aux directeurs d'administration qui sortent et qui vont dans le privé. Moi, je pense que c'est ces deux sujets, à la fois la procédure parlementaire en tant que telle et à la fois la question du public-privé qu'il faut qu'on repose ici au Parlement européen. Je pense que c'est d'intérêt général. Oui. Ce sont des choses qu'on porte depuis très longtemps ici, mais de nouveau, il est quand même frappant qu'on a énormément de mal ici au sein du Parlement européen à trouver des majorités de députés prêts à mettre en place une autorité indépendante, comme vous le suggérez, sur le modèle français. Je pense que là-dessus, la haute autorité française est un bon modèle. Mais il n'y a pas de majorité politique ici pour le faire. Et en effet, ce n'est pas seulement les commissaires, c'est plein de députés qui ont, en même temps qu'ils sont députés, des postes d'administrateurs de société. Et personne ne trouve rien à redire. Si nous, on trouve des choses à redire à ça, mais ce n'est pas normal. On est payé plein temps par le contribuable européen. Il est normal que le contribuable européen puisse attendre de nous un plein temps en politique et donc on ne fait rien ailleurs. On revient à notre sujet, donc, qui est le commissaire européen, futur commissaire européen Thierry Breton. Il a été proposé par la France en tant que commissaire pour un très vaste portefeuille, comprenant la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense et l'espace. Est-ce qu'il n'est pas trop vaste, ce portefeuille? Est-ce qu'il peut garder le numérique? Manuel Foulon. Ah oui, il est beaucoup trop vaste. En fait, déjà, la répartition des portefeuilles a été mal faite. Ouais. Le portefeuille ici est gigantesque. Emmanuel Macron disait, ce qui m'intéresse, c'est le portefeuille. Ah ouais. Mais évidemment, parce que, bien sûr, c'est la Commission européenne qui décide du champ d'action autour de chaque commissaire, mais il est clair aussi que c'est Emmanuel Macron qui a négocié en amont la taille du portefeuille, et je le comprends volontiers, parce que du coup, ça donne une influence énorme sur les secteurs d'activité qui sont dans le portefeuille. Donc ça, je l'entends. Après, là où j'ai aussi un problème, c'est que finalement, vous vous retrouvez avec des commissaires de première et de deuxième division. Vous vous retrouvez avec des commissaires et des sous-commissaires. Alors, Dieu sait que je me bats pour l'égalité des genres, pour le droit des femmes. Tout ça, vraiment, c'est important et on est encore bien loin d'y arriver. Mais regardez, vous avez un commissaire qui s'occupe de l'égalité des genres et vous avez un commissaire qui s'occupe du marché intérieur, de l'industrie, de la défense, du numérique et de l'espace. Il y a un déséquilibre total. Alors, de deux choses l'une. Soit vous estimez et vous acceptez qu'il y ait des commissaires et des sous-commissaires, et ce n'est pas terrible, évidemment, pour l'image non plus des pays qui ont un sous-commissaire. Soit vous dites, le portefeuille de M. Breton, c'est un portefeuille à taille normale, mais alors vous n'avez plus 27 commissaires, vous avez 10 commissaires, et on gagnera en argent et peut-être en efficacité. Personnellement, je ne serais pas opposé à un système où on a, comme dans des gouvernements nationaux, des ministres et des secrétaires d'État. Autrement dit, des ministres ont un grand domaine d'activité. Ceci étant, ici, on est aussi dans une perversion du système parce que non seulement il y a un déséquilibre énorme, comme vous le disiez, entre les portefeuilles, mais Emmanuel Macron ne s'en cache même pas. Vous dites, on n'est pas propriétaire du portefeuille. Je suis désolé, Emmanuel Macron se comporte comme si la France était propriétaire du portefeuille. Et ça ne va pas. Je rappelle que dans les textes des traités, l'allocation des portefeuilles est la prérogative exclusive du ou de la présidente de la Commission. Et ici, c'est là qu'on mesure déjà le fait qu'en choisissant von der Leyen, on a choisi une présidente de la Commission faible, qui est donc soumise aux pressions de ses commanditaires. Et qui sont ses commanditaires? Emmanuel Macron et accessoirement Angela Merkel. Et donc ça, c'est problématique parce que nous voulons une commission qui soit indépendante des États membres. Non, sous l'influence de la France et de l'Allemagne? Bien sûr. Évidemment. Déjà sur les commissaires. Aujourd'hui, il y a déjà une différence entre les vice-présidents de la Commission, les portefeuilles, et vous faisiez le parallèle entre le niveau national et le niveau européen. Mais dans la constitution des gouvernements, le fait de politiquement marquer une personnalité avec un portefeuille fort est évidemment un champ d'application qui est un choix politique. Et aujourd'hui est un choix politique de von der Leyen. Alors effectivement, dans le cadre des discussions aujourd'hui au Conseil, c'est une évidence. Mais encore une fois, je vous le dis, le portefeuille ne sera pas dirigé par un Français, mais par un Français qui s'occupe de l'intérêt général européen. Bien sûr. Donc moi, je suis assez à l'aise sur le fait que y a des commissaires qui ont des gros portefeuilles, il y a même des vice-présidents exécutifs. C'est aussi des choix politiques, c'est aussi des choix de représentation. Et on est dans un régime, je vais dire, au niveau européen, de la confrontation de deux régimes, entre le régime parlementaire et presque fédéraliste dont on est issu. On est rangé au niveau du Parlement européen en appartenance politique et on fait fi de nos nationalités. Et puis il y a la coopération étatique, et il y a le Conseil où là on représente les États. Et la Commission, elle est aussi à la jonction de ces deux points. Donc effectivement, il y a de l'influence étatique
et il y a de l'influence des États membres, et puis il y a aussi une prise en compte de la part des commissaires de l'intérêt général européen et du travail qu'il faut qu'ils effectuent avec l'ensemble des groupes parlementaires ici. Et je trouve que c'est assez sain. Après, s'il faut revoir le système, il faudra peut-être, en tout cas, donner le titre de vice-président à des gens qui ont des gros portefeuilles et avoir une forme de doctrine sur la taille et l'importance des portefeuilles. Je suis assez d'accord d'ailleurs avec M. Lambert sur les secrétaires d'État, des ministres, éventuellement des ministres d'État, des vice-présidents de la Commission. Il faudrait peut-être une forme de hiérarchie qui nous donne une doctrine qu'on puisse expliquer. Il gagnera 10 fois moins à la Commission européenne que chez Atos. Est-ce que c'est un gage d'honnêteté, Philippe Lambert? En tout cas, comment est-ce que je dirais, on peut se poser la question évidemment des inégalités salariales en Europe et c'est sûr que ça choque quand même de voir le type de rémunération qu'on voit. Et Atos n'est pas encore le pire exemple. Non, je veux dire, si vous allez dans la finance, vous voyez des rémunérations totalement indécentes. Ceci étant, le fait qu'il accepte de prendre un poste comme celui-là, c'est clairement pas pour l'argent. Je veux dire, son intérêt financier était de rester PDG d'Atos. Donc, l'impression qu'il m'a donnée, c'est que bien sûr, il n'est pas dans le besoin, c'est évident, mais il ne me semble pas, a priori, motivé par le toujours plus. Puisqu'en l'occurrence, si j'ai bien compris, il va évidemment avoir sa rémunération de commissaire qui est, en tout cas pour le commun des mortels, plantureuse, mais il renonce aussi à toucher sa pension de retraite d'Atos pendant la période où il sera commissaire. C'est bien la moindre des choses. On va dire, ben oui, c'est évident, mais vous savez, pour certains, tant qu'ils y ont droit, ils vont. Et c'était le problème de Sylvie Goulard. Quand elle a touché 350 000 € d'un milliardaire américain, sa réponse, c'était légal, donc il n'y avait pas de problème. Oui, mais c'était peut-être légal, mais c'était indécent. Et si c'est indécent, ben, il faut y renoncer. Là-dessus, il me semble que Breton est plus sain que Sylvie Goulard ne l'était. Voilà, toute la difficulté va être de montrer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt lors de cette audition. Va y arriver ou c'est mission impossible, selon vous? Écoutez, honnêtement, moi je pense qu'il va y arriver. On ne sera pas face à une crise institutionnelle si jamais ça ne se passe pas bien, contrairement à ce que j'ai entendu, parce que déjà il y a plusieurs années, Barroso avait été élu en février, enfin avait été voté en février de l'année d'après. Donc d'un point de vue timing, il n'y a pas de problème. Par contre, d'un point de vue symbolique, ce serait un peu une catastrophe que Emmanuel Macron perde encore un candidat. D'une part parce que ce serait sûrement sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il a pris Goulard alors que tous les feux étaient à l'orange au rouge. Pour conflit d'intérêts, elle est saquée, il met Breton, dont le seul point faible finalement c'est un sous conflit d'intérêts potentiel. Et puis peut-être aussi que lui, il a le symptôme Sarkozy, c'est-à-dire que Sarkozy, quand il sortait des réunions du Conseil, il se précipitait en conférence de presse pour dire la France a gagné, on a décidé ça, mais en fait c'est moi qui ai décidé pour la France. Ici, Emmanuel Macron paye peut-être aussi son omniprésence, le fait d'avoir été maître d'œuvre sans pitié pendant l'attribution des top jobs, donc président de la Commission, président du Conseil, président de la Banque européenne. Et effectivement, il a très bien réussi ses négociations pour lui et pour la France, mais il n'a pas pu s'empêcher de marcher sur énormément de pieds. Et il y a des gens qui le prennent maintenant pour un vrai ennemi politique. Stéphane Séjourné, si Thierry Breton est rejeté, on fait quoi? J'y pense même pas, puisque en plus la discussion qu'on vient d'avoir montre que normalement, si tout se passe bien, et en tout cas avec les diligences que lui-même a montrées avant même une évaluation de sa déclaration d'intérêt montre que normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc pas de rejet possible? Pas de rejet possible, tout est possible. On est en politique et par ailleurs il y a une évaluation. Tant qu'on est dans le système que je vous décrivais avant, c'est-à-dire que la commission des affaires juridiques doit analyser, il peut se passer n'importe quoi. Donc moi je suis membre de cette commission. Évidemment, je relèverai les éléments pragmatiques et je pense que c'est important qu'on puisse traiter de la même manière les commissaires européens qui sont passés entre nos mains, en quelque sorte, en commission des affaires juridiques depuis quelques mois, et que de Thierry Breton maintenant. Donc si, en tout cas, on fait le même traitement et qu'il n'y a pas d'instrumentalisation politique autour de cette question, normalement, Thierry Breton devrait être validé en affaires juridiques. Et puis après, c'est à lui aussi de montrer, de faire la démonstration aux parlementaires européens qu'il est en capacité de gérer ce portefeuille, grand comme on vient de le dire, et puis qu'il est compétent sur ces sujets-là. Et ça sera l'audition devant les parlementaires. Ça, c'est un autre exercice. Un exercice qui est, à mon avis, plus important que l'exercice en commission des affaires juridiques. On sera fixé bientôt, le candidat français sera auditionné par les députés européens sur le fond, notamment sur la politique qu'il compte mener à son poste. Donc à la mi-novembre, le 12 novembre, la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen doit prendre ses fonctions le 1er décembre. Merci à vous trois d'être venus débattre. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye.